Alors, le plan de déstabilisation n'est plus le même. Je suis désolé. Tu ne déstabilises pas quelqu'un qui est aimé du peuple et qui est soutenu par des Africains. Il y a une méthode, il y a une manière. On réorganise tout le plan. C'est-à-dire que si on avait pour objectif de l'éliminer avec une Kalachnikov, on va passer par la méthode la plus douce. Ils ne peuvent pas battre un avion. Ils peuvent saboter un avion sans laisser de traces. C'est-à-dire que, par exemple, un hélicoptère qu'Ibrahim prend, boum, subitement... La manière du président d'Iran qui est décédé, là, ça s'est passé là. Oui, mais ils sont champions dans ça. Je pense qu'historiquement, on a eu ce cas en Afrique. Un président africain, j'oublie juste son nom, un président africain était mort de la même manière. Je pense, voilà, c'était la Centrafrique. En Centrafrique, le père de l'indépendance centrafricaine a été éliminé. Il est mort à bord d'un hélicoptère. C'est, je crois, 10 à 15 ans plus tard qu'on a soupçonné la France. Parce que, effectivement, quand l'hélicoptère se crache, on ne découvre aucune preuve, aucune traçabilité. Et malheureusement, il n'y avait aucune trace parce que c'est la France elle-même qui menait ses enquêtes. Mais à la fin, quand les autorités locales ont décidé de rouvrir le dossier, on s'est rendu compte que la France pourrait être impliquée. Mais tu vas pas accuser ce pays aussi facilement comme ça. Wow. Oui, Boganda, merci Arago. Merci, merci. La France, Dani. Qu'ils apprennent qu'on envoyait Ilouchi. Pendant que eux, ils ont accueilli, pendant que Macron lui a accueilli Ahmed Al-Shara, selon toi, il va penser quoi? Avec toute... Non mais Tania, il n'y a rien à penser. Je pense que le message, il est officiellement clair. Ibrahim... c'est l'AES. Je pense que comme vous l'avez vu en Russie, il portait une tunique. À côté de son épaule, c'était écrit AES. Je pense que tout le monde l'a vu. Aujourd'hui, que ce soit Traoré... Ah, mais elle revend encore mieux. Sa tunique, à côté, c'était écrit AES. Donc, que ce soit Ibrahim Traoré à l'extérieur, que ce soit Assimi... Ok, que ce soit Assimi à l'extérieur, que ce soit le général Tchani à l'extérieur, lorsque un se déplace, il représente les autres. C'est assez clair, le message il est limpide. Mais tu sais aussi, Tania, moi j'irai un peu plus loin. Je crois que faire voyager Ibrahim Traoré dans l'Iochin 96, c'est un geste que je qualifierais d'autrement symbolique, stratégique et tactique. C'est un signe fort de protection et de reconnaissance. Déjà d'entrée de jeu, cela indique une chose très importante. Traoré est sous le bouclier russe, au même titre qu'un président russe. Donc, je pense que c'est une manière de dire à l'Occident, ne touchez pas Ibrahim Traoré, ou vous touchez à la Russie. C'est une interprétation aussi facile et limpide qu'on pourrait faire. Aussi, cet avion présidentiel, comme je le disais tantôt, il est inviolable. Militairement, difficilement traçable sur le plan de vol. Parce que quand, par exemple, tu prends le vol, un gars comme un président comme Ibrahim Traoré prend le vol, tu vas constater que le plan de vol il est secret, il ne s'affiche pas sur les radars. Je te ramène encore pour ceux qui ont une courte expérience sur l'exfiltration de Bachar al-Assad. Ceux qui ont vu cette exfiltration, rappelez-vous, l'avion a disparu des radars. Vous vous en souvenez tous? L'avion a disparu, les gens disaient qu'il s'en va accident, il était mort. Non, ne dis pas les gens, faut bien préciser l'Occident. Oui, non, Tania, ne dis pas les gens. Non, dis l'Occident, les médias, l'Occident a... Oui, ils n'ont... Oui. Je me rappelle, c'est vrai, parce que lui, tu as dit, Ilouchi, il disparaît des radars, il brûle les radars. Et effectivement. Donc, ils ont activé un système de non-traçabilité. France 24, TF1, non pas TF1, LCI, France 2, tous, j'ai dit que tous, oui. Tu avais même fait un live. Nous, on pensait qu'il était mort. Tu avais fait un live. Et puis tu as dit, on n'a qu'à attendre les informations. Dani, voilà. Tu savais qu'il avait il bouge là. Voilà, donc c'est-à-dire que quand l'avion est au sol, vous le voyez. Quand il décolle, déjà le plan de vol, il est secret. Uniquement le FSB au courant où l'avion, quelles sont les routes aériennes que l'avion va emprunter. Donc, il n'y a que eux qui sont au courant. Donc, dès que l'avion décolle, sur les radars, tout disparaît. Vous allez beau utiliser toutes les technologies de la planète, vous n'allez pas le trouver. Exactement, Bachar al-Assad, on a cherché là, on fait live la nuit, on n'a même pas dormi, on a passé le temps à parler de ça. On se disait, mais les médias disaient déjà qu'Audrey, son avion a craché, il est mort. Non mais, Tania. Maintenant. Tania, ça c'était un Ilyushin 76.
Imagine le 96. Bon, imagine donc son grand frère de 96. Imagine les prouesses. C'est comme si tu compares un Sukhoi 20 à un Sukhoi 57. Est-ce que tu vois un peu la différence? Rappelez-vous, quand les rebelles, là, les terroristes là, avaient commencé à fêter, ils disaient qu'il était mort. Tout le monde avait dit que cet avion s'était crashé. Ben voilà. Et en fait, il disparaît en vol, il réapparaît, une fois il atterrit. Donc quand il atterrit, automatiquement les radars sont capables de retracer. Non mais Tania, c'est aussi ça, c'est de la technologie aussi, ça fait partie de la sécurité, Tania. La Russie vend la sécurité, il faut pas l'oublier, hein, Tania. La Russie vend la sécurité. Faut peser les mots. Quand Poutine te dit te protège, non, mets-toi sans tête, il te protège. On a vu le cas de Bachar al-Assad, hein, parce que je pense pas que si Poutine était derrière Bachar al-Assad, ce gars serait encore vivant. Hein. Il faut être réaliste. Donc. Non, attends, là, je me rappelle de la veille. La veille, donc, en fait, Dani était au courant. En live, il jouait avec nous, en fait. Non, en fait, il était au courant. On était dans le disait, hey, il est mort. Les gens disent, on dit là, c'est Géopold qui a monté son ordinateur. Dani était au courant. Vous me rappelez, non? Et ça, c'est le 76 qu'il avait. Ouais, c'est 76. Tous les médias du monde le cherchaient. Ils ont même dit que son avion a craché. Parce qu'il n'avait pas la capacité de le tracer. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que sur le plan technologique, en fait, Tania, tu sais, c'est dans ce genre de détails qu'on comprend l'avancée technologique, de la Chine, voilà, de la Chine et de la Russie. Les Européens ne veulent pas l'accepter, Tania. Les trolls ne veulent pas l'accepter, les russophobes ne veulent pas aussi l'accepter, les sinophobes aussi, mais la Chine et la Russie sont à 20 ans d'années-lumière en termes de technologie face aux Européens, 20 ans. Pourquoi ils sont complices là? On va voir Ouais, mais ils se sont affolés. Par exemple, je vois le défilé qu'il y a eu hier. Les Européens se sont affolés, dire que oui, la Russie déploie sa puissance, mais le gouvernement russe a annoncé qu'ils n'ont déployé que 1 à 2% de leur matériel militaire lors du défilé. Donc pendant qu'on voit la presse qui s'affole dire que oui, la puissance russe a défilé, le gouvernement russe, eux, ils disent que non, mais ce n'était que 1 à 3% de ce que nous possédons. Tania, tous leurs missiles n'ont pas défilé. Tu as vu un Oreshnik défiler? Non. Tu as vu un Satan défiler? Non. Leur char hyper puissant là, je pense que c'est le Tamac, j'oublie même son nom, ça n'a pas défilé. Il y a plein d'armements dont je connais les noms qui n'ont pas défilé. Même au niveau du ciel, leurs derniers avions de chasse n'ont pas défilé. Donc, il y a plein de choses qui n'ont pas exposé. Donc, en fait, ce n'est qu'une propagande, hein, Tania. C'est une propagande, tout ça. Si ça là, c'est 1%, c'est que nous. Wow! Mais l'Afrique, nous, on n'a rien, on n'a qu'à se taire. C'est quoi cette technologie de sorciers, ils ont là, les Russes? Non, mais je me rappelle des jours de Bachar. Mais les gens disaient qu'il était mort, que les terroristes l'ont tué, que son avion a craché. C'était ça, là, mais cette hypothèse, que son avion a craché. Un coup, la Russie fait un communiqué pour dire qu'il est chez eux. On dit, mais attends, il est chez eux comment? Ah, c'est que le capitaine, toi, tu es dans bon, hein? Non, attends. Non, on rien, mais petit, il est dans bon. Non, sérieux. Non, le capitaine, tu es dans bon, hein? Avion, tu montes, on ne voit plus. Donc, les Français ont cherché trace d'avion, là, sûrement, hier, ils n'ont pas gagné. Pour suivre l'avion, ils n'ont pas gagné. Hein? Après, tu sais, Tania, je peux aussi développer un petit angle, hein. Tu sais, si, par exemple, le Burkina Faso se développe dans les 10 ou 15 années à venir, c'est aussi une forme de communication, de commerce, hein. C'est-à-dire que, bon, écoute, passe-toi des Boeing, passe-toi des avions européens, de l'OTAN, bah, viens consommer russe. Achète-toi des Ilyushin, peut-être demain il y aura des Ilyushin 100, je sais pas. Achète-toi des Ilyushin, voici la technologie qu'on te propose. Tu as testé le matériel, tu as vu l'efficacité, le luxe, la stabilité, la sécurité, bah, achète-toi-en 2, 3, tu vois. Est-ce qu'ils vendent ça? Est-ce qu'ils commercent ça? Alors, je sais pas, c'est pour ça que je dis, dans un avenir proche, on connaît pas la mentalité des Russes, hein. Ils peuvent vendre ça lorsqu'ils savent qu'ils ont... Ils commercialisent les sous-pols. Les gens ont dit que les sous-pols ne peuvent pas faire l'Afrique à truc.
à l'Asie. Il préfère faire Burkina Moscou. Quoi, les Sukhoi? Hein? Mais un Sukhoi 57 par exemple, te fait Russie, France. Je pense que c'est Russie, oui, Russie, France en maximum 1h30, 2h. Qu'est-ce qu'il raconte? Hein? Ben oui. Je sais pas de quoi les gens parlent. En maximum 1 heure, il est capable de transporter une charge nucléaire. Donc je sais pas ce que les gens parlent. Pourquoi les Français? Ou bien les gens confondent le Sukhoi et les F-16 ou le Sukhoi et les Rafales. Soleil, tu es là? Soleil? Oui, Tania, Oui, tu voulais poser des questions à Dani. la vitesse maximale de ce Sukhoi 57, là, c'est 2130 km/h. Le 57? Oui, oui, alors que la Côte d'Ivoire, la France, ça fait 6000 km. À ton avis, il va faire combien d'heures pour arriver en Côte d'Ivoire? T'as compris? Waouh. Waouh. Donc, tu as des Bon. questions à Dani par rapport à le capitaine? Non, bonsoir Dani, tu vas bien, j'espère. Bonsoir mon frère Soleil. Non, mais on peut débattre, on pas forcément avoir des questions. J'espère que tu vas bien. Oui, très bien, et toi frérot? Est-ce que, à ton avis, les Africains vont finalement comprendre que Sénateur, tu veux monter? les terreaux là, c'est une fabrication des Occidentaux? Bel exemple, aujourd'hui, le président Ahmad Al-Shara, il est reçu à l'Élysée. Il avait une interdiction de l'ONU de voyager et il a La France a demandé demandé juste l'autorisation à l'ONU. une autorisation partielle, on lui a accordé le voyage. Est-ce que tu penses que cette démarche-là, cette marche de la géopolitique, enfin, nous les Africains noirs, peau noire, on va prendre conscience qu'en la réalité, les terreaux est une fabrication des Occidentaux? Je te pose cette question. Déjà les Africains ont pris conscience, sinon tu serais pas en train de parler. J'ai une question qui accompagne ce qu'il a dit là. Il y a une journaliste française hier qui a parlé de l'arrivée et la réaction des Français du Ahmed Al-Shara. Et elle a dit que ils espèrent que, eux les journalistes, ils espèrent que cet affront-là, Macron va prendre ça pour parler de la libération des djihadistes français en Syrie. Quel djihadiste français? Bon, après, pour répondre d'abord à Guigui. Guigui, déjà, dis pas les Africains. Soleil, voilà, ne dis pas les. Tu sais que les, tu englobes tout le monde. Nous avons des Africains conscients. Malheureusement, beaucoup ne s'intéressent pas à la géopolitique. On peut pas forcer tout le monde à comprendre les enjeux dans le jeu. On peut pas le faire, frérot. Tout le monde ne serait pas capable de porter une brique, je sais pas, d'1 kilo. Il y a d'autres qui vont te dire ils sont dans l'incapacité totale. On peut pas avancer avec tout le monde. Moi, je suis plus dans une logique, une rhétorique où je me dis que tous les Africains devraient comprendre ce combat. Non, moi, je suis plus dans cette vision. J'avance avec ceux qui comprennent. On évolue et peut-être c'est en fonction de nos actions demain, après-demain, dans un avenir proche, que ceux qui ont encore la lanterne non éclairée ou du moins qui sont encore enfermés, renfermés dans leur esprit, peut-être comprendront le pourquoi on s'est battu pendant des années ou des décennies. Mais oui, la France a reçu un terreau. Je tiens à rappeler que Tulsi Gabbard, chef patronne des services de renseignement, a précisé, et elle précise ça pratiquement depuis des années. C'est un terreau qu'elle a. Il n'a pas renié son passé avec le djihad, avec le terrorisme. Et rien ne dit que, une fois au pouvoir aujourd'hui, il changerait les choses. Bon, elle s'est questionnée face à l'audience qui lui a été accordée. Elle a simplement répondu que non, on peut pas dealer avec ce monsieur parce que, il a célébré les attentats du 11 septembre. Il a éliminé combien de minorités religieuses, les alaouites, etc., les chrétiens, les musulmans, il en a passé à tabac. Comment voulez-vous qu'on efface l'ardoise de ce monsieur parce qu'aujourd'hui il prétend porter un costume, une cravate et il se dit démocrate? Non, si c'est ça la démocratie, prière de l'exclure de l'Afrique. Elle ne fonctionne pas avec nous. Parce que pour moi c'était du 2 poids 2 mesures. Déjà, encore, ce qui m'a même encore plus fait rire, amusé, c'est que pendant que le président Macron reçoit ce terreau à l'Élysée, à la même seconde, les médias français tweetent en disant la junte malienne. Après, je me suis dit, mais ces gars, ils consomment des psychotropes ou bien, je sais pas. En fait, tu es putschiste quand tu n'es pas docile. Et tu es président de la transition, chef d'État, quand tu es docile, quand tu es soumis. En fait, Macron a montré à la face du monde
que, un, il est le soutien officiel des terreaux et il ne s'en cache plus. Deux, il est son sponsor. Et là, je parle pas forcément de ce monsieur, je dis en général. Et trois, c'est quelqu'un qu'on ne raisonne pas. Donc, sa vision à lui, c'est de maintenir une forme de prédation et de continuer sa stratégie de déstabilisation vis-à-vis de l'Afrique. C'est ce que moi je pourrais retenir. Hein. Maintenant, c'est les Africains qui, peut-être parce qu'ils vivent en France, se sentent à l'aise là-bas, ont un salaire, se disent que oui, en France il y a la sécurité, pourquoi je vais critiquer la France? Ok, y a pas de souci, mais la France est en train de sombrer économiquement. Peut-être vous le ressentez pas aujourd'hui, mais les économistes vous le diront. Ils continuent de le dire pratiquement depuis une décennie. Réveillez-vous, chers Africains. La France dans 10, 15, dans 30 ans ne sera pas la France que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Beaucoup de choses vont changer. Le monde multipolaire est en train de remettre toutes les cartes sur la table. Il y a une redistribution réelle des cartes. Donc, ceux qui espèrent encore un avenir meilleur dans la métropole, libre à vous. Moi, je pense que l'avenir, c'est l'Afrique. À un moment donné, nous devrions rentrer chez nous, investir chez nous, Tania, et laisser les choses suivre le cours de l'histoire. C'est tout. Merci pour cette belle réponse que tu donnes, qui contient beaucoup de choses, une analyse plausible d'un professeur illustre agrégé des universités. J'ai peut-être fait un lapsus en disant les Africains, mais je voudrais parler de certains Africains. Et donc, merci à toi pour ton analyse. Et je pense que nos confrères débatteurs qui sont montés peut-être auront des questions à te poser. Peut-être que, pour dire aussi, hein, j'ai regardé un documentaire il n'y a pas longtemps. Tu sais que, Dani, les revenants, comme on les appelle, David Thompson, tu sais que en Syrie, ils avaient recruté des gens ici, des djihadistes, puis qui sont partis là-bas, des djihadistes sur le territoire français, qui ont fait bon nombre d'enfants là-bas. Il y a jusqu'à présent des enfants qui sont dans les camps de réfugiés, qui sont nés des terreaux, qui sont partis là-bas. Et ces enfants-là sont restés en Syrie. Tu penses que l'approche entre monsieur Almada et puis Macron va peut-être contribuer au retour de ces enfants-là sur le territoire français? En même temps, moi j'ai toujours une vision assez ironique de Macron. Hein. Macron pour moi c'est égal perfidie, c'est mensonge, c'est duplicité, c'est... Je ne crois pas en ce monsieur, tout court. Pourquoi faire revenir des terreaux sur ton territoire? Il faut aussi se poser ce genre de questions. La logique voudrait que, pourquoi tu voudrais faire revenir des djihadistes français sur ton territoire? Je sais pas. J'essaie un peu de raisonner, je ne trouve pas de réponse. Y a-t-il un plan plus vaste? Djihadistes français, c'est ceux qu'ils envoient aussi oui, mais mais on nous embrouille, en fait, on nous embrouille avec les verbes, avec les mots. C'est ça le problème. Aujourd'hui, oui, attends, s'il te plaît. Aujourd'hui, on nous embrouille avec des mots djihadistes, mais c'est juste pour apaiser notre façon de voir les choses. Tania, ce sont des terreaux. Il faut le dire tels qu'ils sont, ce sont des terreaux. Mais pour moi, ce sont des terreaux. Il n'y a pas de djihadistes, ça n'existe pas, ce sont des terreaux, ce sont des mercenaires qui vont dans des pays pour mener des OPEX, des opérations extérieures, tout court. On les attrape, on les enferme, peut-être parce qu'ils détiennent des documents confidentiels, des informations sensibles. Automatiquement, il faudrait que le gouvernement français puisse passer, je sais pas, aux négociations. On a vu ce cas avec le Burkina Faso. Libération des 4 agents de la DGSE que pratiquement pendant 1 an, la France a voulu nous faire croire que ce ne sont pas des agents de la DGSE. Eux-mêmes, ils l'ont dit, hein. Oui, ils nous disaient, oui, ce sont c'est à la fin que eux-mêmes, ils ont reconnu, parce que les faits étaient trop flagrants. Il ne pouvait pas y avoir cette entente si à un moment donné, eux-mêmes, les Français ne reconnaissaient pas en réalité que oui, effectivement, ce sont des agents de la DGSE. Donc, c'est quoi leur but? C'est de mener des OPEX. C'est tout. Wow. Tolérance. Sénateur, comment tu vas? Ouais, ça va, Notania. Désolé, c'est moi. Déjà, je me compte parce qu'ils m'ont suspendu encore. Ouais, moi, mon nom s'est suspendu. Tout en m'est suspendu. Ouais, tout à l'heure, non, ce matin, non. Ouais, c'est là-bas même, ils m'ont suspendu, en fait. Je suis monté pour Dani. Dani, vraiment, merci beaucoup. Moi, sénateur, je préfère t'écouter plus que d'écouter Zoku. Je préfère t'écouter Zoku. Tania, faut laisser ça. Moi, je préfère t'écouter plus que d'écouter Zoku. Et je préfère t'écouter plus que de regarder NCI 360. Parce que toi, tes informations sont fiables. Et quand tu parles, tout est clair. Et je trouve que tu es mieux que NCI 360. Et tu es mieux que Zoku.
Voilà, donc franchement, tes informations sont claires. Et voilà pourquoi ici abonné à toi. Et je t'écoute. Et franchement, ici monté pour te dire félicitations. Et quand tu parles, franchement, tu es posé et tu te quoi ça, étape par étape. Franchement, félicitations. Et moi, sénateur, je préfère t'écouter plus que d'écouter chez moi en Côte d'Ivoire Zoku. Et Zoku, c'est quelqu'un, quand il dit c'est blanc, c'est pas blanc, c'est que c'est noir. Vraiment, c'était ça, Tania. C'est le nom Zoku que je retiens. Okay. Le nom Zoku, tu dois savoir, voilà, parce que moi j'ai fini par comprendre, voilà. Tu dois savoir de qui il parle quand il dit Zoku. Maintenant, NCI, c'est une chaîne de TD où il y a des débats politiques en Côte d'Ivoire. Maintenant, Zoku là. C'est celui non, Zoku, quand tu vas dire là, ils vont venir te frapper. Il faut laisser Zoku là. Quelqu'un va te dire en PV. Il va te dire en PV, c'est mieux, parce que là, on t'apporte ton partage, voilà. Je fais compter des gens que je sais qu'ils peuvent poser. Actuellement, on n'a pas besoin de grains, de propagande. On n'a pas besoin de ça. C'est déjà fait. Il a pris. Il a dit là-bas. Vous avez fait comment? Tolérance, on t'écoute. Je te préviens. Il ne faut pas que c'était ça là encore. Moi, je ne comprends pas dans l'affaire d'Emmanuel Macron. Parce qu'aujourd'hui, ce que moi j'ai remarqué, parce qu'on est en train de finir avec les taureaux au Sahel. Moi, je vois qu'ils sont à la montée de recrutement des taureaux. Pourquoi je le dis? Les taureaux en arrière. On parle de commémoration, ils vont même temps d'avion spécial. Quel taureau? Alors, tu parles de Syrie là? Je parle d'Emmanuel Macron. Okay. Parce qu'alors en 2017, quand Emmanuel Macron vient d'être élu à la tête de la France, dans une interview, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron nous disait? Il nous disait qu'en Syrie, lui, ses ennemis, c'est les taureaux qui finissent la vie de ses citoyens, c'est-à-dire la vie des Français. Et lui, son deuxième ennemi, c'est-à-dire c'est le sanguinaire Bachar al-Assad. Mais aujourd'hui, Dieu a fallu que nous soyons en 2025 devant nos yeux. Emmanuel Macron reçoit en pompe un monsieur qui a fini la vie des Français le 13 novembre 2015 à Bataclan. Est-ce que Bataclan, non, Bataclan, il a félicité les terreaux non, qui ont fait ça. Est-ce qu'il était impliqué là-dedans? Il était impliqué, il était Al-Qaïda, il était ces éléments. C'était pas, il les a félicités, il était content même. Il leur a dit qu'ils ont fait un bon travail. Mais il était inculpé. Parce que c'est eux qui traçaient les plans. Quand Macron envoie Barkhane en Afrique, là, il ne félicite pas. C'est ça. Et ça fait plus de 130 morts. Plus de 630 blessés. Mais aujourd'hui, comme Macron, ils sont en faillite au pays du Sahel. Donc, il faut que partie chose négocier avec ces gens d'éléments pour pouvoir recruter les terroristes pour les envoyer au Sahel. Parce que en 2014, la France a été mise sur la liste grise que la France, le grand cimentier, la Fage, payait les rançons des terroristes en Syrie et au Sahel. Mais tout ça là comme ça, oui, Tania, le grand cimentier, la Fage, payait les rançons. Mais tu sais... Oui. Oui, Almeida. Vas-y, Dani. Non, vas-y, je voulais prendre une motion, mais vas-y. En 2014, c'était la même chose, les Américains qui les ont sanctionnés. Et ce qui est marrant dans ça, Hillary Clinton avait travaillé dans ces sociétés françaises. Elle avait travaillé dedans. Mais aujourd'hui, on a des Africains qui ont des cerveaux erronés. Ils croient à la démocratie occidentale. Aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que les Africains arrivent à détester les trois dirigeants de l'AIS sur la sécurité. Parce qu'ils ont chassé toutes les armées, toutes les bases militaires occidentales sur leur sol. Parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur les parrains des taureaux pour faire face aux taureaux. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut faire ça? En 2015 et en 2025, partout l'Internet est là, tout le monde peut s'informer. Mais on a des gens qui ont des mauvaises foi. Ils ne veulent pas l'avancement de l'Afrique. Ça me connaît ça, moi je dis que c'est la fin quoi. Moi je ne fais plus avoir des débats contradictoires avec ces gens de personnes. Parce qu'ils font la culte des personnalités. C'est ça qui fait la différence entre eux et nous. Parce qu'ils sont là pour faire la culte des personnalités. Et aujourd'hui, ces trois dirigeants
sont bien accueillis partout dans les quatre points du monde. Voilà comment M. Ibrahim Traoré a été accueilli. Mais tout ça, comme ça, il y aura des personnes, oui. Oui, Dani. Dani, tu voulais parler? Non, 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 non. Parce que c'est devant nous. Toutes les preuves que avant l'arrivée de Donald Trump en 2024, 2016, il avait dit à Modovision que sous la présidence de Obama, que Obama et son équipe, ils ont créé ICC, État islamique. Mais moi-même, dire que État islamique, même, ça n'existe pas. État terror, ils ont créé. Ce n'est pas État chose islamique. Parce que à chaque fois, ils se confondent avec, on les pose les mêmes questions. C'est quoi le djihadisme? Ils n'arrivent même pas à définir ces mots. On les pose les mêmes questions. C'est quoi État islamique? Ils n'arrivent pas à définir ces mots. Parce que c'est dans les années 80 que la CIA a créé cet État islamique en Afghanistan pour combattre choses soviétiques. Mais aujourd'hui, les Africains, je ne sais pas comment les gens n'arrivent pas à s'informer ou bien ils sont de mauvaise foi. Parce que je crois qu'aujourd'hui, nous alignons derrière ces trois dirigeants de l'AIS parce qu'ils sont beaux, ils sont gaillards, ils sont charismatiques. Non, c'est l'idéologie qu'ils ont adoptée. C'est leur idéologie là qu'on suit. Parce que les gens croient qu'aujourd'hui, les Américains sont toujours les gendarmes de la carte du monde. Non. Le monde ne se limite pas en Occident. On prend seulement BRICS. Seulement BRICS fait la moitié de la population sur Terre. Mais pourquoi on va les courtoyer? Même la vidéo qui vient de fuiter de Wassim Nasser, qui appelle les autorités béninois de négocier avec des taureaux. Mes frères, comment est-ce qu'on peut négocier avec des taureaux? Voilà le monde que les Occidentaux veulent nous traîner. Dans ce monde de misère, de la pauvreté. Mais il plaît ou il neige. Il plaît ou il neige, nous les Africains, nous serons conscients et on va continuer à conscientiser le peuple, faire des panels, faire des vidéos et rappeler nos frères. Parce que c'est trop pitié aujourd'hui, nous les Africains. C'est trop pitié. On vient au Noudja et ces gens qui envoient ces gens pour Noudja, maintenant ces gens-là nous disent que c'est eux qui vont nous sécuriser. Comment est-ce que ça peut aller comme ça? À chaque fois, c'est les mêmes Français, les mêmes choses, autorités françaises. J'ai jamais vu un pays dans ce monde, depuis ma naissance, un pays dans ce monde, qui disent que la vie, la sécurité de leur pays, de leurs ressortissants, dépend dans un autre pays. Si ce n'est pas la France seulement que j'ai vu. Depuis l'arrivée de Macron, lui, la vie et la sécurité des Français là, ça n'a jamais dépendu en France. C'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Parce que je ne sais pas pourquoi, s'il a été voté pour la vie quotidienne des Français, pour sécuriser la vie des Français, je ne sais pas. Mais lui passe son temps à chaque fois que... Et nous les Africains, si eux disent comme ça, nous les Africains là, nous ne vivons là, ça dépend de qui. Ah, tu sais, Tolérance, je voudrais compléter ce que tu dis. Tania, tu sais, hein, les conflits qui se passent à l'international devraient nous intéresser lourdement. Malheureusement, moi, je me souviens, en 2022, quand la guerre russo-ukrainienne éclate, et lorsqu'on en parle, nos frères africains nous disent, ce qui se passe chez les autres ne nous concerne pas. Je me souviens d'un discours du capitaine Ibrahim Traoré, en Russie, lors du sommet Russie-Afrique, où il dit, tous les jours, nous attaquons les terreaux. On les élimine. On récupère leur matériel, mais on constate le lendemain qu'ils reviennent avec d'autres matériels encore plus sophistiqués. On ne sait pas d'où ça vient. Je fais un petit bond en arrière, Tania. Le 1er novembre 2022, le Pentagone tweet, Washington Post, je précise bien le média, Washington Post tweet, ils disent 2 points. Sur les 22 000 armes envoyées à l'Ukraine, seulement 10% ont été tracés. Donc, sur 22 000 armes, seulement 2200 ont atteint l'Ukraine. Où sont passées les autres 20 000 armes? Un général américain réplique, le reste des armes se situe hors Europe. Hors Europe, c'est où? C'est en Asie, Afrique. En 2023,
Un autre rapport américain sort. Lui alors, il aggrave les chiffres. Il dit seulement 15% des armes déployées à l'Ukraine arrivent, 15% des armes qui arrivent en Ukraine sont utilisées par les Ukrainiens. Bon, où vont le reste? Intéressant, si on ne prend pas le temps de se renseigner, de s'informer sur les crises qui se déroulent dans d'autres pays, mais nous allons vivre des guerres hybrides sur le continent africain, on ne saura même pas leurs origines. J'ai vu une fois RFI, je ne sais pas si c'était RFI ou Jeune Afrique, qui tweetait en disant d'où proviennent les armes en Afrique. Ils ont même osé dire que ces armes sont fabriquées au Sahel. Ah bon? C'est France 24. Les Kalachnikov se fabriquent au Sahel maintenant. Les obus se fabriquent au Sahel. Moi, c'est qui même tu parles du Bénin. Merci de parler du Bénin. Wassim Nasser, lui, il est tellement, je dirais... Tania, tu as même bien suivi la vidéo de Wassim Nasser. Il y a une partie où il dit, hein, il faut peut-être je la remettre, mais tu peux comprendre ça si tu vois ça par toi-même. Il y a une partie où il dit, les véhicules FAB, en fait, on présente le véhicule FAB, un terreau est assis dessus. Il dit, voici un véhicule donné par la France. Après, il se corrige lui-même. Il dit non, un véhicule donné à l'armée béninoise, récupéré par les terrotaniens. Quand on atteint un niveau comme Wassim Nasser, on ne se trompe pas. Je suis désolé. On ne se trompe pas, Tania, non. Tu peux pas dire devant TV5 Monde que on te montre une image avec un terreau assis. Tu dis voici un véhicule donné par les Français. Et toi-même, tu te recorriges à la même seconde pour dire que non. En fait, c'est un terreau, c'est un véhicule qui a été donné à l'armée béninoise, un véhicule flambant neuf. Je tiens à rappeler que le véhicule qu'il montrait, c'est un véhicule qu'on avait donné à l'armée béninoise même pas un mois. Donc, ils ont réceptionné ces véhicules, même pas un mois, les terreaux ont mis main dessus. Comment est-ce possible, des véhicules neufs? Où stockent-ils ces véhicules, Tania? C'est quoi la définition d'une base arrière? Parce que très souvent, j'entends les gens dire que oui, nous on ne sert pas de base arrière. Non, c'est quoi la définition même d'une base arrière? Où ces terreaux se forment? Où se ravitaillent-ils? Où se soignent-ils? Où s'équipent-ils? Où mènent-ils, où préparent-ils leur plan d'attaque? Où se replient-ils? Je suis désolé. Il doit bel et bien y avoir une zone où l'armée d'en face n'a pas accès. À un moment donné, ils sont un peu logiques. Donc, Tania, c'était un peu pour revenir dans ce que tu dis, et je cède la parole. Macron reçoit un chef terreau à Paris. Et c'est intéressant. Il faut aussi quelque part qu'on en parle. Il ne le reçoit pas quelque part parce qu'il voudrait renouer avec le peuple syrien. Non. Quand il veut la libération des terreaux, Tania, c'est pour faire quoi? Certains parmi ces terreaux sont des agents doubles. Certains sont formés, infiltrés. Ils sont utiles sur le terrain. Tu les récupères, c'est pour faire quoi avec eux? Mais ils peuvent être recyclés. Ils peuvent être redéployés, utilisés comme levier de déstabilisation dans d'autres zones de conflit, Tania. Il faut aussi mesurer les enjeux géostratégiques. Aujourd'hui, on est face à des puissances qui ont pour objectif, pour mission principale, de récupérer leur précaré. Mais malheureusement, nos ennemis premiers, en ligne droite, ce sont nos frères africains. C'est un peu triste, hein, mais bon. Ouais, Dani, tu parles des guerres là. Vous savez, je peux parler? J'arrive, tu vas parler, mon frère. S'il vous plaît, vous venez de monter, hein? Tu vois, les armes dont tu parles là. Désolé. En 2024, en Espagne, il y avait eu des fusillades. Les mêmes armes qu'ils avaient envoyées en Ukraine, ils ont retrouvé ça dans la main des gangs en Espagne. Et ils les ont montrés en modovision avec les armes. Mais aujourd'hui, ce qui arrive en Afrique, si ce n'est pas qu'ils ont des collabos, c'est vraiment nos dirigeants africains veulent vraiment combattre le terrorisme. C'est la guerre électronique aujourd'hui en Afrique, ce qui se passe avec les terroristes. Les terroristes ne veulent plus se baser sur les armes. C'est la guerre électronique aujourd'hui. Parce qu'il y a certains drones que moi j'ai vu la fois passée, ils ont utilisé au Bénin. Mes frères, ce qui arrive sur le continent africain, avec des terroristes, si on ne se lève pas, s'unir ensemble, aller déloger nos dirigeants dans leur palais, ceux qui ne veulent pas faire les 4 volontés de leur peuple là, l'Afrique. Parce qu'à chaque fois, ils disent que leur enjeu se joue en Afrique. Et nous, nos villes, ça se joue où? Ça se joue où? Mes frères et sœurs, écoutez, quand on avait posé la question à ministre des Affaires étrangères français sur la chose,
le voyage de ce terreau-là en France. Écoutez ce qu'il a dit. On est sûr qu'il est fréquentable? On est sûr que c'est une bonne idée de le recevoir? Vous savez, on m'a posé la même question lorsque le 3 janvier dernier, quelques jours après la chute de Bachar al-Assad, je me suis rendu en Syrie. Ouais. Et la réponse à votre question est la suivante. Vous savez, la sécurité des Français, elle se joue en Syrie. La lutte contre le terrorisme, la maîtrise des flux migratoires, la maîtrise des trafics de drogue, tout cela se joue en Syrie. Et j'ajoute à ça, bien sûr, l'avenir du Liban. Et donc, ne pas engager le dialogue avec ces autorités de transition, ce à quoi nous appellent tous les Syriens que nous avons soutenus pendant les 14 ans du régime sanguinaire de... Vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. La vie des Français, la sécurité des Français se joue en Syrie. Pourquoi ne pas négocier avec les autorités? Écoutez le mot qu'il a utilisé. Les autorités. Mais pourquoi ils traitent nos trois braves dirigeants, les libérateurs de l'Afrique, de leur mot? Je ne vais même pas utiliser parce que pour nous, ils sont nos libérateurs. Ils sont les braves dirigeants. Parce qu'ils ne font plus les 4 volontés des Occidentaux, ils ne font plus les 4 volontés des nègres de salon de la CEDEAO. C'est à cause de ça qu'on les traite de telle sorte. Oui. Parce que si, aujourd'hui, son Excellence, M. Ibrahim Traoré, accepte les 4 volontés de l'Occident, on n'allait pas le traiter comme ça. Parce qu'avec Damiba, on a vu comment il a été accueilli à Abidjan. On n'a jamais traité de putschiste, on a traité plutôt que président de la République. Mes frères et sœurs, pour chuter, pour donner l'Afrique aux Africains la parole, ce que Dani vient de parler, je vais vous faire écouter ce qui s'est passé au Bénin. Le mois d'avril a été sanglant au Burkina Faso. Nous revenons avec vous sur les très nombreuses attaques djihadistes. La plupart se sont concentrées à la frontière avec le Bénin, mais pas seulement. Effectivement, pas seulement. On va commencer par voir une attaque qui a eu lieu au faubourg de Djibo. Donc c'est l'occasion de rappeler que Djibo est sous blocus depuis maintenant des années. On en a parlé plusieurs fois. On a une vidéo qui va nous montrer en fait, donc c'est un véhicule de l'armée burkinabé qui avance, qui est monitoré par drone et qui va exploser sur une charge explosive donc improvisée. Ce qui est intéressant, c'est que le véhicule se faufilait entre ce qu'on voit, donc les tranchées creusées par les militaires, et donc ce qui nous donne en tout cas une idée sur l'utilité et l'usage des drones, qui n'est pas juste pour la propagande, mais qui est justement pour conduire et monitorer les combats. Des fortifications aériennes, ils arrivent à se rassembler comme ça, même si le point d'entrée est minime. Et voilà aussi des images de drones. Là, ils ont investi la base donc de Sodougui. 24 avril, on a aussi les images. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est le point de franchissement. Là, pareil, il y a des tranchées autour donc de la caserne et de la localité. Sauf que les djihadistes trouvent un point de franchissement. Vous voyez le rassemblement de motos. Et tout le monde passe au même endroit, en fait. Donc, ce qui est supposé les entraver ne les entrave plus. Et vu qu'il n'y a pas d'attaque par voie aérienne, ils arrivent à se rassembler comme ça, même si le point d'entrée est minime. Et voilà aussi des images de drones. Là, ils ont investi la base donc de Sodougui. Encore une fois, la preuve qu'ils sont rentrés, qu'ils ont pu rester. On remarque le jeune âge aussi donc des djihadistes, des combattants djihadistes, donc recrutés parmi qui? Parmi les rescapés dont on a parlé tant de fois, qui quittent les villes vers la brousse. On va voir aussi une image de parade militaire donc du JNIM au Burkina Faso. Vous voyez les véhicules, le nombre, donc pareil, pas inquiété depuis le ciel, pas inquiété depuis le sol. Et ce qui est intéressant ici, ou le plus intéressant, à part le nombre de djihadistes présents, en fait, c'est les véhicules. Parce que c'est 4x4 moins. Et là, pareil, ils entrent dans les facilités militaires. Et ce qu'on voit ici sur les images, c'est les fortifications, en fait, que les Béninois essayaient de mettre en place, justement, en anticipation des incursions djihadistes qui se multipliaient. Donc, l'armée béninoise fait un grand effort dans le nord qui, pour le moment, ne porte pas ses fruits. Et là, les voilà aussi, encore une fois, dans la caserne, fortifiés, on va dire, à la manière des fortifications occidentales, parce qu'il y a une certaine aide technique et logistique de par exemple, des militaires français qui ont des accords avec le Bénin pour l'aider à fortifier sa frontière. On va voir par ailleurs un véhicule blindé VAB, donc offert par la France sur une autre vidéo, à l'armée béninoise et capturé par les djihadistes. Donc le voilà conduit par des djihadistes du JNIM. Donc il y a un effort certain au Bénin militairement parlant, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que ça sera suffisant, oui, pour éviter le même sort que les pays du Sahel? Ça ne sera pas suffisant parce que les 3 juntes des pays du Sahel ne contrôlent pas du tout leurs frontières. Donc l'activité djihadiste, encore une fois, est complètement transfrontalière. Donc il n'y a pas du tout de coopération avec les pays du Sahel, avec les autres pays côtiers, mais aussi entre les pays du Sahel eux-mêmes. Parce qu'au-delà de l'affichage ou des annonces, on va dire, militaires ou martiales, il n'y a pas de coopération sur le terrain. Ils n'ont pas de capacité, ils ne contrôlent pas les frontières, ils n'arrivent pas à se coordonner entre eux, même quand on parle entre les pays du Sahel. À part quelques patrouilles, donc on va dire, d'affichage, il
il n'y a pas eu grand-chose, mais il revient aux autorités béninoises, en fin de compte, de voir à quel moment il devrait peut-être enclencher des négociations ou d'une sorte de pourparlers ou de canaux. Africains aux Africains, ce monsieur-là, Wassim là, moi, sans distinction, ce monsieur est un agent de Toro avant de devenir journaliste. Parce que lui, dans sa dernière vidéo, là où il a dit qu'il a croisé le nouveau président démocrate Toro de la Syrie, c'est là-bas, moi, j'ai dit que non, ce monsieur-là, c'est un Toro. Africains aux Africains, il faut prendre la parole. Ouais, bonsoir à tout le monde. Dani, ça va? Oui, bonsoir frérot, comment tu vas? Ah, merci beaucoup pour le combat. Hein. Et tolérance, quand tu mets ce genre de choses, avant de couper, essaie quand même de dire aux gens que c'est faux tout ce qu'il dit, quoi. Parce que là, certains vont entendre qu'il a dit que nos présidents ne maîtrisent pas leurs frontières et tout, et ils vont croire que c'est vrai. Afrique, s'il te plaît, je ne te coupe pas. Tu sais, nous, c'est ça que je dis souvent, que c'est ça qui fait la différence entre nous et les autres moutons là, les gens qui ont des cerveaux erronés là. C'est ça qui... Parce que nous on fait des recherches, nous on connaît la vraie réalité. T'as pas vu la fait dit que les autorités béninoises doivent faire quoi? Doivent négocier avec des Toro. Et pourtant, au Sahel, on ne négocie pas avec des Toro, on finit avec eux, une fois des bons. Aujourd'hui, nous on sait bel et bien que ces trois dirigeants là, ils maîtrisent la situation. C'est à cause de ça, ils n'ont plus le point au Sahel de regroupement ou bien de faire quelque chose encore. Le reste, c'est dans les autres pays voisins. C'est leur problème. Merci beaucoup, Tolérance. Même si certaines personnes dans le commentaire pensent que tu es longue, mais on est ici pour parler, pour décortiquer les choses. Peut-être d'aucuns n'a pas la patience voilà, qui veut que ça parte vite. Mais il faut savoir que quand le panel de Tania est ouvert, elle est ouverte pour toujours et elle est ouverte pour que les choses se fassent comprendre. On n'est pas là ici pour faire les doumoulos et couper des calots, puis en même temps, au bracadabra. Ce n'est pas comme ça. Il faut essayer de décortiquer, laisser les gens passer au bout de leurs idées pour que les gens pensent et savent ce qui se joue. C'est très important. Grand frère Soleil, c'est comment? C'est trop, hein? Bonsoir. Oui, trop c'est trop. Trop c'est trop, ici carré. Ok, ça va fracatao. Ouais, petit Senfo, sénateur, c'est comment? Tu vas bien? On dit quoi, c'est toi? Ah, Dieu merci. Bon, vous savez, Tania, on doit être fiers de nous-mêmes. Et chaque jour qu'on se réveille, on doit dire Dieu merci et merci à nos ancêtres. Et nous venons d'avoir notre victoire encore sans un effort, sans tripacher aussi, courir. Et puis, Macron vient de nous offrir une victoire sur un plateau d'or. Maintenant, au même moment, M. Vladimir Poutine reçoit un quart de la population mondiale. Macron reçoit un terreau mondialement connu qui endeuille le peuple français. Vous voyez comment la France régresse en jour, pendant que le monde est en train de basculer sur une nouvelle ordre mondiale. Alors, à ce qu'il s'agit de son Excellence capitaine Ibrahim Traoré, comme j'ai été dans le panel de notre jeune sœur Noa et fière, et je le dis, il faut savoir que c'est une victoire pour le peuple ensemble de l'Afrique. Et même dans le Caraïbe, même en Moyen-Orient, partout dans le monde, que ce soit dans le Jamaïque, que ce soit partout où les Noirs se retrouvent. Il faut savoir aujourd'hui que l'AES a élevé le niveau du contexte de la diplomatie africaine au niveau international. Parce que Vladimir Poutine, ce n'est pas Sorona Plakali Domou. Vladimir Poutine, ce n'est pas des présidents à deux balles. Vladimir Poutine, c'est l'un des présidents les plus puissants au monde. Vladimir Poutine, c'est l'incarnation de plusieurs milliers de populations mondiales. Et donc, Vladimir Poutine, c'est celui-là qui tape sur la table, et puis tout l'OTAN fait rang. Vladimir Poutine, c'est lui seul. Il s'en va en Ukraine, et puis capture les terres, et puis l'OTAN, il reste debout. Vladimir Poutine, c'est cet homme-là
qui a changé le contexte de la géopolitique. Seul contre tous. Seul contre tous. Vladimir Poutine, c'est lui qui a équilibré le rapport de force internationale. Donc, Oncle Sam pouvait se permettre d'intervenir partout où il veut, avec son petit baguette, pour aller capturer un président. Au pire, il amène là-bas, lui c'est un dictateur, lui c'est pas un démocrate. Bon, Vladimir Poutine a dit, bon, tout ce que vous êtes en train de faire, ça cesse maintenant. Au pire, il a mis pas. Au pire, ils se sont assis par terre, au pire, il les a donné conseil. C'est ça, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, ce n'est pas un enfant à biberon qui a été élevé avec l'argent contribuable. Vladimir Poutine, c'est celui-là même qui s'est battu, dont tout le monde connaît son histoire. Vladimir Poutine n'est pas à paresse, ce n'est pas un petit banquier, ou a été élevé par le système de l'État profond. Non, non, non. Vladimir Poutine, c'est celui-même qui s'est battu de ce qu'il est aujourd'hui. Vladimir Poutine, ce n'est pas il ou elle. Vladimir Poutine, c'est un homme. Parce qu'il y a des dirigeants, on ne sait pas si c'est il ou elle. Il y a des dirigeants, des fois, on ne sait pas si c'est eux qui montent ou c'est d'autres qui montent. Donc, quand on a ces gens de dirigeants qui n'ont pas d'enfants, qui ne savent pas c'est quoi l'importance de l'humain, eux, ils ne peuvent pas réfléchir. Et quand on a des dirigeants, c'est de prendre des Kandja, des Poupounapou, les Kali, Kadhafi. Donc, quand on voit ces gens de dirigeants, ceux qui sont venus massacrer son peuple, ils peuvent les recevoir en grand pompe. Il suffit seulement que Tania, tu portes une veste. Et puis, désormais, on va t'appeler Madame la démocrate. Il suffit seulement. Ouais, mais c'est comme ça, hein? Ça veut dire quoi? Macron reçoit un chef terreau. Ça veut dire que Yada Gali peut marcher sur Bamako, on peut le recevoir en grand pompe à Paris. Ça veut dire que Yada Gali demain peut être un démocrate. Ça veut dire que Amadou Koufa peut marcher sur Ouagadougou. Macron peut le recevoir avec un veste. Il est défini démocrate. C'est ça l'Occident, Tania. Ça veut dire que les chefs terreau de Jim, c'est Al-Qaïda. Tout ce qu'il va avec, au Sahel peut marcher sur un pays africain. Au pays, il peut recevoir en grand pompe à Paris. Au pays, il porte des cravates bien serrées à 47 degrés de chaleur. De Bamako là, ou à Ouagadougou, ou à Niamey là, où il fait chaud là. Au pays, on peut le dire, soyez la bienvenue, tu es démocrate. C'est ça l'Occident. Mais Macron n'a pas volé. Rappelez-vous de l'histoire que la France fait partie de ceux qui ont liquidé aussi les Juifs. Eh, mais ils n'en parlent pas. Aujourd'hui, c'est eux qui sont devenus les défenseurs de ces gens-là. Et c'est eux qui ont livré aussi les moraux des petits chapeaux. Ils étaient l'autre camp là-bas. Mais ils ne disent pas ça aux gens. C'est eux qui ont livré les moraux des petits chapeaux à l'époque. Donc, Vladimir Poutine montre une fois de plus, et c'est un message éclairé et fort à l'égard de soi-disant la communauté internationale. Le message de M. Vladimir Robin Poutine est clair, ma maman Tania. Vous savez, le respect là, elle ne se donne pas, elle se mérite. Le respect là, elle ne se donne pas, elle se mérite. Ce que Vladimir Poutine vient de faire comme une geste dans la diplomatie, la Tania, ça veut tout dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la loyauté, ça veut dire la sincérité, ça veut dire l'honnêteté, ça veut dire la rassurance, ça veut dire la défensive, ça veut dire la sécurité, et ça veut dire on meurt ensemble. Oui, tu touches eBay, tu me vois sur ton route. Tu touches à l'AES, tu me vois sur ton route. La sécurité est garantie. Vous disiez quoi? eBay n'est pas en Ouagadougou. Allez-y, faire coup d'état, on va voir. eBay n'est pas à Ouagadougou. Vous avez dit qu'elle ne peut pas quitter. Allez-y, prendre parler là, nous, on va voir. C'est un message fort. Vladimir Poutine dit désormais, avion présidentiel de Burkina là, laisse ça. Moi, voici peut faire quelque chose. Si c'est elle peut faire quelque chose. Ils ont parlé non, mais moi, voici elle peut faire quelque chose. Au pire, il dit bon, je décolle les Sukhoi 35. Accompagné, si vous n'êtes pas content, venez me trouver en Kremlin.
Au puis Ibé est là, tranquillement, tranquille. Mais est-ce que tu as entendu qu'un poulet a crié à Kouliba, à Ouagadougou là-bas? Ils n'ont pas cœur. C'est eux qui parlent, mais il n'y a rien dans les caleçons. C'est les caleçons qui est gros. C'est les danseurs de Dombolo. C'est les danseurs de Djakouka. Hein? C'est les danseurs de Roukaska désordonnés. Mais Vladimir Poutine vous livrez les freins. Allez-y, on va voir. C'est les Dagbashi. C'est les Nkunku. On fait quoi, il ne peut pas sortir. Bon Dieu, on envoie un Sukhoi. Accompagnement. Allume. C'est ça. Parce que Vladimir Poutine a vu un homme comme Ibé. Vladimir Poutine a vu un enfant digne de l'Afrique. Quand je dis quelque chose, ça se pressionne les gens disent, mais lui, il a dit quoi? Mais est-ce que vous savez que Vladimir Poutine lui-même, il a admis son excellence capitaine Ibrahim Traoré? Est-ce que vous-même, vous savez ça? Vladimir Poutine, lui-même, il a admis capitaine Ibrahim Traoré. La manière que nous, là, les gens, ils admettent Vladimir Poutine, hein? Vladimir Poutine aussi, il a admis Ibé. Parce que quand tu regardes Ibé, il dit, waouh. Mais, malgré moi, Poutine, qui est Poutine, là, les Occidentaux me combattent, moi. Malgré mon pays, c'est nucléaire. Malgré, j'ai des milliards de soldats. Malgré, je suis puissant. Mais les Occidentaux ne m'ont pas laissé. Mais toi, là, tu as fait comment? Au pays, tu n'as pas peur. Parce que comment ils voient la majorité des dirigeants africains, là? C'est que c'est des danseurs de Domolo, c'est des gens, hein? Bon, ils ne sont pas prêts. Mais toi, jeune homme, qui a tout ton avenir devant toi, c'est-à-dire qu'il a une carte blanche à jouer. S'il veut, il peut rester comme Mobutu. Il peut faire comme Mobutu, il n'a rien à perdre. Mais comment toi, ce jeune homme-là, tu peux avoir cette intelligence de refuser tous les privilèges que l'Occident peut vous offrir? Tu peux rester au pouvoir tant que tu veux. Pourquoi tu as pris ce courage-là? Tu n'as pas de bombe nucléaire. Au niveau de diplomatie internationale, tu n'as pas de droit de veto. C'est que quand il regarde Ibé, il est impressionné. Il est impressionné. C'est vrai qu'il regarde un enfant qui est déterminé à jamais. Il regarde un enfant qui est déterminé à jamais. Et donc, dans le contexte dans lequel géopolitique nous sommes dedans, le monde se bascule sur une nouvelle ère. Comme grand frère Dani vient de le dire. L'Afrique se trouve où aujourd'hui? Derrière. Pendant que, dans le contexte, l'Inde et le Pakistan ont commencé pour eux, hein? Nous, on est dans quoi? Parole inutile, quelle démocratie? C'est que l'Africain, le monde sait que l'Afrique est en danger. Seul l'Africain ne sait pas qu'il est en danger. C'est que le monde entier même sait que l'Africain est en danger. Mais l'Africain lui-même ne sait pas que lui il est en danger. Les gens, ils sont en train d'armer les groupes armés d'où on ne sait pas où ils quittent. Ils sont dans un palais inutile. Que multipartisme, voyocratie, des colombrailles, les hommes à cravate 47 degrés de chaleur, des gros ventres, des danseurs de Makuka, ou puis des Baltazakrat, et aussi des Poklékrat, ou l'hôtel de Abidjan, Bamako, Dakar, c'est que t'es rempli de petites filles, c'est qu'on comprend rien. Ils sont en train de nous emmerder nos oreilles, comme des chiens à boire. Pendant que le Kim Jong-un de Corée Tanya, semaine dernière, il a inauguré une nouvelle usine de fabrication de véhicules blindés et de chars de combat. Pendant ce temps, l'Afrique est en train de faire quoi? Démocratie, démocratie, démocratie. Quelque chose où ça ne vient pas de vous-même. C'est que quelque chose, vous ne savez pas où ça sort. Donc, la démocratie, c'est pour ravitailler l'Occident. La démocratie, c'est pour voler les Africains. La démocratie, c'est d'avoir un pantin, un esclave notoire, un nègre de maison, à la tête de ces États-là, pour piller, pour ravitailler. Mais est-ce qu'ils en parlent de démocratie en Guinée, Tania? Est-ce qu'on parle de démocratie en Guinée actuelle? Est-ce qu'on parle de démocratie en Guinée actuelle? Je veux qu'on en parle. Mais on voit les légionnaires, le mercenaire, le narcotrafiquant, gangréner la Guinée-Conakry. Est-ce qu'ils en parlent? Parce que le petit les ravitaille. Il vient remplir les poches. Et puis ça part. Voilà comment l'Occident est. Et Macron vient de finir le débat, Tania. Macron vient de finir le débat. Il n'y a plus de débat. Macron vient de vous montrer que tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est d'autres choses. Mais, il y a grand frère, comment on appelle, Dani qui a dit quelque chose qui est très important.
Mais, Dani, je ne sais pas si tu te rappelles, dans l'Assemblée nationale française, Jean-Hugues Le Détruillant et son fils, Jean-Hugues Le Détruillant, lui, il ne fait pas de bonnes choses. Le Détruillant, il détruit. Lui, avec sa tête, son palco qui est dans sa tête, là, chauve là. C'est que lui et son fils, en Libye, ont vendu plusieurs milliards et millions d'euros des armes en marché noir. C'est qu'il n'a pas démenti. Dans l'Assemblée nationale française, en 2021, les cassés étaient pas. C'est que le papa était cassé. Lui et son fils, ils ont fait vendre des marchés noirs dans les armes. C'est que oui, ils donnaient au territoire libyen. Voilà comment l'Occident est. Ils sont venus ravitailler Sahel. Voilà comment l'Occident est. Mais, vous savez, je suis désolé pour le dire. Dan a dit quelque chose, mais Dan, je suis désolé. C'est comme ça, ça va se passer. Tu sais, la décolonisation de l'Afrique se fera entre les Africains eux-mêmes. Hein? Malheureusement, comme tu l'as dit, c'est nous, on va tomber. Mais oui, oui, oui. Dan, c'est comme ça. Ça va être comme ça. Parce que l'Occident n'a pas la capacité, au niveau des ressources humaines, de venir reconquérir l'Afrique. Donc, il va passer par les vendus, par les gens qui ne réfléchissent pas. Il va fabriquer une monnaie tochon, dont lui-même il ne reconnaît pas. Au puis, il va injecter ça dans son espace. Donc, il qualifie de précarés les colonies là. Au puis, ils vont dire, liquidez-vous entre vous là-bas. Malheureusement, c'est comme ça, ça va se passer, Dani. Parce que tout ce qu'on arrête là, ce sont de nos semblables. La majorité, c'est eux. Mais, c'est comme ça, ça va se passer aussi. Parce que la France s'est libérée des nazis. Et c'était des Français aussi qui combattaient aussi. De qui a trahi la France. À côté de le monsieur là où on a dit qu'on a trouvé, lui, Argentine là-bas, quelque part là-bas, là, il ne sait pas encore. Bah, c'est là même, on ne les comprend plus. C'est vrai que quand il dit ça, après, c'est le contraire. Bon, on dit que monsieur, on a trouvé Argentine quelque part là-bas en train de boire des cocktails. Bon, il a même fait des enfants là-bas. Alors qu'on dit, il s'est déjà dans un truc. Bon, on ne comprend plus. Donc, Dani, la décolonisation se fera entre les Africains eux-mêmes. Parce que d'aucuns a décidé de vendre les armes au diable. Vous savez, il y avait deux tripes de l'esclave. Celui du champ et celui du salon. Et donc, nous, on est dans le champ. Nous, on ne peut pas travailler pour rien. Nous, on a décidé de prendre nos destins en main. Maintenant, ceux qui veulent le restant là, de les mettre là, nous allons les combattre. Ce sont des Sassou Nguesso, ce sont des Paul Biya, ce sont des Ouattara, ce sont des cancres à la France-Afrique. C'est ces gens-là, nous allons le combattre, les systèmes. Donc, pour chuter de ne pas monopoliser la parole, Tania, le geste symbolique qui est posé par M. Vladimir Poutine à l'égard de son homologue, son excellence capitaine Ibrahim Traoré, Tania, c'est un message fort à la diplomatie internationale. De dire que c'est bouclé. C'est bouclé, il n'y a même pas de débat. Maintenant, est-ce que vous avez vu d'autres choses? Parce que je pense que vous êtes en train de parler de Vladimir Poutine et trucs. Mais est-ce que vous avez vu le président de Venezuela qui a demandé que le président Ibrahim Traoré accorde lui une audience? Tania, la diplomatie de l'AES c'est fort. C'est-à-dire que le président de Venezuela qui demande une audience à son excellence capitaine Ibrahim Traoré, son jeune frère. Mais quand tu attends le propos de président Nicolas Maduro ou je ne sais pas quoi là, mais Tania, tu es fier d'être africain. Lui dit que l'Afrique c'est nos mères patries. Et nous sommes fiers de ce que nos jeunes frères Ibrahim Traoré sont en train de faire. Parce que lui-même il est combattu par le système. Il faut savoir que les Américains veulent son pétrole. Pendant des années, il veut mettre un marionnette à la tête de Venezuela pour piller le pétrole vénézuélien. Il faut savoir qu'il y a la France, des Américains, l'Israël, tout cela. La dernière fois, il n'y a même pas 6 mois, ils ont capturé des gens qui voulaient faire coup d'État. Il y avait des Israéliens, des Américains dedans. Donc, j'aimerais vous dire, le combat que nous sommes dedans, c'est un combat de continuité. Et aujourd'hui, une nouvelle page vient de s'écrire en Afrique. Parce que parfois, quand la géopolitique, géostratégique, à chaque moment, quand le monde se joue, l'Afrique était toujours en accent. Et aujourd'hui, dans la diplomatie, l'AES vient de montrer qu'ils sont présents. Pourquoi ils n'ont pas invité Algérie? Posez-vous la question. Parce que l'AES a reconnu officiellement que l'Algérie c'est un État terreau. La Russie ne peut pas s'afficher avec un État terreau. Parce que l'AES aujourd'hui est un allié fiable de la Russie. Et c'est l'AES qui permet aujourd'hui la Russie au niveau de l'Afrique, surtout en Afrique sous-saharienne, de dissiéger l'Occident. Parce que les gens ne savent pas, ils vont dire pourquoi la Russie est toujours en Afrique. Je vais vous dire, la sécurité de la Russie dépend de l'Afrique. C'est que vous n'avez pas encore compris l'enjeu.
Je vous répète, la sécurité de la Russie dépend de l'Afrique. Parce que la Russie sait que si l'Occident détient non-iranium, l'Occident va toujours fabriquer bombes nucléaires. Il sait que si l'Occident détient toujours les faits des Africains, il peut fabriquer des béquilles blindés. Mais s'il ne détient plus, est-ce qu'il peut en avoir encore? Et donc voilà le stratégique. De ne pas aller en profondeur par temps, deuxième prise de parole. Il ne faut pas que je vais tout avouer, mais je vais coder et après je vais aller sur ce sens-là. Je vous remercie. Merci Afrique aux Africains. Il a dit, tu as dit détruire quoi? Tu dis détruire avec quoi? Oh, tu sais qu'on a mandat d'arrêt contre lui au Mali là-bas. Hein? Affaire de passeport là. Affaire de passeport là. On a mandat d'arrêt contre lui. Un voleur de données, l'a volé les données. Maman, il a vu ton message, bisous. Je te réponds de l'autre côté. Non, c'est Jean le détruisant. C'est détruit. Moi, il appelle Jean le détruisant. Ok. Guigui, bonne arrivée. Est-ce que des personnes veulent débattre sur l'avion? En fait, oui, je voulais poser une question à Dani, en fait, Tania, si c'est possible. Vas-y. En fait, je voulais me demander à Dani, le retour de capitaine Ibrahim Traoré au Burkina, comment ça s'est passé? C'est le même avion que les... Bah, il est de coutume que l'avion que tu as pris à l'aller, c'est l'avion que tu prends au retour. Ça le ramène, lui. Surtout comme si quand tu es chef d'État, donc oui. Il sera escorté juste au Burkina Faso. C'est pour te dire que les moutons là, leur content qui est à la tête de leur pays là, quand son avion bouge là, ils n'ont qu'à prendre une photo et puis on voit si c'est escorté comme ça. Et nous allons commenter son retour. Ah oui, on va faire du bruit et du tapage médiatique. Tout arrangement, il y a eu des arrangements. Bon, je ne sais pas si je peux parler. Je peux donner mes informations. Tout arrangement. Ok, monsieur Ishola, on va écouter Ishola. Mais Dani, affaire pour Bachar al-Assad, là, franchement, il n'y a pas te pardonner ça. Quoi? Nous, on pensait que le gars avait fait accident, il était mort, il a disparu des radars, déjà, tu savais que l'avion qu'il a pris là. Non, Dani, tu m'as eu. Wow, c'est la première chose que Dani me cache. On était quelqu'un géopolitique, Géopol est monté sur son live. On a veillé, en train de montrer si l'avion est passé ici, déjà, l'avion là disparaît. C'est quelle technologie extraterrestre Poutine a comme ça? Non, mais, je me demande comment les médias occidentaux là se sont sentis ridicules. Ils ont appris la capacité de cet avion. Ishola, on t'écoute. Oui, et j'aimerais saluer mes frères qui se retrouvent là. Monsieur Dani, je vous salue. Je salue vraiment ce que vous faites chaque jour, bon, pour l'Afrique, hein, et pour l'honneur de l'Afrique aussi. Donc, moi, j'ai fait des analyses à mon niveau et j'ai essayé de voir des spécialistes dans le domaine, puisque moi-même, j'étais au courant réellement de cette disparition d'hier, du fait que l'avion s'est dissimulé. Donc, moi, j'ai trouvé des explications ici. D'abord, ceux qui m'ont dit, premièrement, déjà, la technologie a déjà même commencé depuis les années 1940, voilà. Ou par de simples choses, appels, ils peuvent tuer des gens sans, des terroristes à distance, genre des bombes capables de suivre des lignes téléphoniques. Donc, je mets ça de côté. Vous n'avez pas vu un temps ici, en Russie, voilà, et il a eu une attaque qu'ils ont fait contre l'Ukraine, là, où ils ont demandé même à l'Ukraine de demander à ses alliés de sécuriser la zone où eux, ils aimeraient bombarder, là, s'ils veulent. Que eux, ils vont bombarder la zone s'ils ne dégagent pas. Et malgré qu'ils aient resté à l'endroit, la Russie a envoyé la bombe et ça a bombardé exactement l'endroit là. Donc, c'est des trucs, c'est des preuves de ce qu'ils m'ont expliqué au fait. Et vous voyez, l'avion de Ibrahim Traoré... Mon frère, excuse-moi, tu peux rappeler des propos de Dani là. Dani, ce jour-là, t'as dit que l'Occident a décidé de sacrifier l'Ukraine. Quand Poutine a dit qu'il n'a qu'à chercher un coin en Ukraine, il n'est qu'à mutiler anti-aérienne là. Donc, pour chose là, Ibrahim Traoré, où il devait prendre part à leur fête de Sdiem et Pabiede, ça veut dire fête de la victoire. Donc, il
il a été escorté par 4 avions de chasse et un avion principal là où il se trouvait. Donc, il s'est fait que, et tout en dépassant le Sahara légèrement vers le haut, au niveau, là où il devait prendre par l'Europe, voilà, l'avion a disparu et c'est en même temps l'atterrissage là-bas. Donc, tout ça donne encore des preuves sur ce qu'ils m'ont expliqué aujourd'hui, que désormais, la Russie est en train d'être le seul pays qui a son réseau aérien pour lui-même. Genre, ils ont des lignes, des trajectoires aériennes pour eux-mêmes que personne ne connaît. Puisque vous savez, quand un avion doit apparaître sur un radar, et voilà, c'est les lois de l'OM et genre les ondes électromagnétiques. Vous voyez? Genre, c'est les ondes électromagnétiques qui détectent. Vous pouvez aller faire les recherches. Elektrognia Volna. Donc, c'est les ondes électromagnétiques qu'on appelle comme ça en russe qui détectent d'abord l'avion depuis le haut. Et voilà, ça renvoie les signaux au niveau du radar. Et là, on voit réellement que voilà, il a tel avion ou bien tel missile qui est en train de prendre par une zone donnée. Donc, ce qui s'est passé là, c'est que soit la Russie, voilà, par les avions, les 4 avions qui contournaient l'avion principal, voilà, ils ont des appareils intégrés capables de dévier les ondes électromagnétiques pour que ça ne s'affiche pas sur les radars, soit ils ont pris par une autre ligne, carrément propre pour la Russie, privée pour la Russie. Mais cette deuxième hypothèse-là, les gens supposaient vraie, puisque depuis longtemps, la Russie fait des opérations et lance même des bombes que personne n'arrive à voir sur les radars. Genre, c'est à l'atterrissage, ils voient que ça fait de dégâts, c'est fini. Or, quand vous vous envoyez pour vous, ils ont une sorte de sécurité aérienne plutôt. Quand la bombe arrive immédiatement, il y a une bombe qui va à l'encontre, qui annule la bombe. C'est seulement, bon, les petits débris qui descendent, voilà. Et tout ça, c'est en même temps nettoyé. Donc, voilà un peu les explications qu'ils m'ont données aujourd'hui. Donc, la Russie fait partie des seuls pays. C'est pourquoi ils demandent même aux États-Unis, c'est quiconque, au fait, quiconque s'impose à la Russie verra vraiment le combat du feu. C'est la volonté du feu, au fait. C'est un pays très dangereux qui a des lignes aériennes vraiment partout, privé à lui-même partout dans le monde. Donc, et c'est pourquoi ils peuvent lancer des missiles à n'importe quel moment et atteindre n'importe quel endroit dans cette surface terrestre-là, sans que même les radars des pays-là ne détectent la bombe actuellement. Et c'est quand ça va atterrir, ça va finir de faire les dégâts, que eux vont voir que vraiment, il a des missiles qui arrivaient. Donc, voilà un peu des explications qui expliquent ce qui s'est passé, que vous n'avez pas vu Ibrahim Traoré sur les radars. Voilà un peu, c'est un peu ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est une ligne privée, l'avion a pris. Et ça montre combien de fois la France est aussi faible devant la Russie. Et est faible devant la Russie, je vais dire. La France est très faible. C'est un pays qui peut... En fait, la France est comme même une ville pour la Russie en quelque sorte. C'est ça, eux refusent de comprendre. Donc, moi, j'ai vu un fait politique qui m'a interpellé, moi. Regardez le président de la Syrie qui vient de prendre le pouvoir, un grand djihadiste, que la France accepte chez lui. C'est pas un djihadiste, c'est un terroriste. C'est le mot qu'elle a, c'est un terreau. Faut dire terreau simplement. Voilà, c'est un grand terroriste. Le chef, l'un des chefs... Non, dis terreau, sinon Tito risque de couper. Dis terreau, on comprend. Voilà, un terreau. Un terreau qui... Il fait même partie des plus dangereux, au fait. C'est ça le vrai problème. Et lui se permet de serrer ce type entre les bras, ce type qui l'a détruit autant, qui a détruit même, qui a fait des dommages, qui a causé des dommages aux Français. Ça montre que vraiment, c'est la France qui est derrière ce qui se passe en Afrique. Et allez voir ce qu'ils ont négocié. C'est peut-être encore pour faire du mal à l'Afrique qui se sont vus là. Voilà, pour que la France continue, voilà, d'avoir le dessus sur les pays qu'ils arrivent quand même à manipuler en Afrique. Donc, moi, je suis béninois et franchement, là où je suis, je l'ai toujours dit, je l'ai même dit sur cela, je ne suis pas fier de mon pays. Un pays qui négocie avec les terroristes. Je vous jure,
je suis sûr que ce parc-là, ce parc que vous voyez, ce parc W que vous voyez là, je ne pense pas que ces territoires soient encore pour les Béninois. On dirait que c'est comme si c'est la France qui a acheté ça pour mener des activités terroristes. Puisque le Bénin n'a plus le monopole sur cette surface-là, au fait. Le Bénin n'a plus le monopole. C'est pour des activités terroristes et c'est très sûr. Donc, c'est des suppositions que moi j'ai fait et ça se vérifie par voilà les faits politiques qui accompagnent. Au fait, tout vérifie l'information, les hypothèses que moi je suis fait depuis des années. Et voilà, on se retrouve voilà dans une situation très très délicate actuellement. Il faut vraiment que maintenant les pays commencent par serrer leur ceinture. Que ce qui va suivre après la rencontre de Macron et de ce terreau-là, c'est quelque chose vraiment, c'est des événements que peut-être on ne pourra pas maîtriser. En fait, Ichola, si tu me permets bien sûr, non, tu ne dis pas que tu ne te trompes pas parce que la Russie, en réalité, utilise des réseaux satellitaires. Et le plus important, ils utilisent le système GLONASS. Je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est pas si quelqu'un a entendu parler de ça. Oui, FSB. Voilà. Ils utilisent le système GLONASS et en fait les avions militaires russes sont capables de voler, comme tu le disais tantôt, en dehors des routes aériennes internationales. Effectivement, ils ont leur propre voie aérienne, pardon. Ils peuvent rester invisibles au système civil, par exemple, hein, comme le flat radar que Géopol affichait quand Bachar al-Assad est parti. Effectivement, c'est pour ça qu'on n'a pas vu l'avion Géopol, parce que leur système ne dépend pas de ce genre de logiciel. Automatiquement, flat radar, on va constater que l'avion a disparu, alors que eux, ils sont capables de retracer cet avion même si le transpondeur est éteint. Donc effectivement, tu ne te trompes pas, c'est une réalité. Ils ont des systèmes, ils ont des logiciels, ils ont une technologie tellement avancée. Bon, tu parlais de l'Oreshnik. L'Oreshnik, c'est aussi marrant hein, de le dire, mais Poutine a prévenu les Américains qu'il allait utiliser Oreshnik. Il leur a dit, je vais frapper le Dniepr. Préparez-vous. Oui, ils se sont tous préparés, radar, système anti-missile. Oreshnik est tellement parti que même le temps de cligner les yeux, il n'y avait pas. Boum. Voilà. Alors, ils n'ont pas eu le temps d'intercepter ni voir. Et jusqu'à l'heure actuelle, ils sont incapables de nous dire avec quoi ce missile est composé. Pourtant, il a été frappé. Ils ont frappé une cible en Ukraine. Donc, tu vois et monsieur Dani, est-ce que vous savez que c'est pas encore ça ce qu'ils ont? C'est pas encore les 1/3 de ce qu'ils peuvent démontrer sur un terrain de combat. Ça ne fait même pas les 1/10, je vais dire. Ah, tu sais, les Russes sont tu sais, avec la Russie, on s'attend à tout, hein. Ils ont des technologies on peut même pas savoir. Par exemple, moi, je me rappelle, en 2022, quand la guerre en Ukraine éclate, Sputnik publie, une veste militaire invisible. J'avais vu le tweet. Ils avaient publié une veste, c'est-à-dire que dès que tu la portes, elle disparaît. On ne voit pas le haut. Bon, jusqu'aujourd'hui, je recherche l'article. J'ai comme l'impression que eux-mêmes, ils ont supprimé leur propre article. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être c'était pas le moment pour eux de diffuser ça, mais je l'avais vu. Confidentiel, au fait. Voilà. Donc j'avais vu, par exemple, ça. Ils ont des technologies tellement avancées que nous ne connaissons pas. C'est pour ça que Poutine, par exemple, il a toujours dit aux Occidentaux, ce qui se passe avec l'Ukraine, sachez-le, ce sera différent avec l'OTAN. Donc si vous pensez que je suis en train de déployer toute mon énergie, toute ma capacité opérationnelle en Ukraine, vous vous trompez. Avec vous, la guerre se passera autrement. Donc ce sera pas avec des chars, ce sera pas avec des soldats, ce sera à coup de missiles hypersoniques, à coup de technologies avancées. Et malheureusement, l'Europe n'est pas prête. C'est pour ça, moi, je dis tout le temps que lorsque je vois certains pro-talons ou d'autres personnes qui soutiennent leurs dirigeants parce qu'ils ont une coopération militaire, on peut revenir tranquillement sur le Bénin parce que tu es béninois et ça me permet aussi de faire une petite parenthèse. Tu sais, par exemple, les attaques qu'il y a eu au nord du Bénin, on pourrait se poser une question cruciale. À quoi sert la coopération militaire entre la France et le Bénin? Parce que quand tu parles de coopération militaire, tu fais mention de la formation des armées, tu fais mention du renseignement, tu fais mention de livraison d'équipements. Mais à quoi donc sert tout ça si vous êtes incapable de battre des terreaux? Il faut se poser ce genre de questions à un moment donné. Les soldats français sont censés vous former, ils vous forment, mais vous êtes dans l'incapacité totale de repousser l'ennemi. Ils vous livrent des armes.
la totale. Les chars, vous les avez. Les chars qu'on ne donnait même jamais au Burkinabé, il faut le préciser. Pendant qu'on armait les autres, on n'armait pas les pays de l'AES. Mais vous, on vous arme, on vous donne des armes conventionnelles. Vous êtes incapable de lutter contre l'ennemi. On vous fournit le renseignement. Même là, vous êtes incapable de déloger les terreaux. Alors, il y a une conclusion qui est réelle. Soit, en fait, même pas la conclusion, tu sais, dans la vie, quand une stratégie ne fonctionne pas, tu la changes. Mais du moment que tu ne veux pas changer ces stratégies, c'est-à-dire que tu es complice. C'est ça la réalité. Tu peux pas déployer une stratégie sur le long terme. Elle ne fonctionne pas sur le terrain. On fait que massacrer, éliminer les soldats béninois. Toi, le président à la tête de l'État, au lieu de changer la stratégie, c'est-à-dire, tu te dis que peut-être le partenaire avec qui tu travailles, il n'est pas, je dirais, si compétent que cela. Pourquoi ne pas peut-être me tourner vers les Turcs? Tu ne le fais pas. Tu maintiens ta position, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Le problème, il se déploie sur 2 à 3 angles. 1, tu es soumis, tu es dépendant, et 3, tu es complice. C'est ça. C'est tout. C'est ça. Merci. Donc, c'est à ça on est, voilà. C'est à ça on est confronté au Bénin actuellement. Donc, même si vous voyez la manière dont les choses se passent, même voilà, Monsieur Tolérant vient de nous faire écouter quelque chose maintenant où des voitures données pour l'armée béninoise se retrouvent dans la main des terreaux. Genre, on dirait que tous les équipements qu'ils nous donnent finalement là, c'est pour se retrouver dans la main de l'ennemi. Ishola, je peux avoir le motion sur 1 minute? Ouais. Est-ce que prouve que tous les matériels qu'ils donnent là, surtout les blindés, il n'y a pas les GPS dedans? Si vos armées se déplacent, ils donnent la location de vos armées aux terroristes. Qu'est-ce qui prouve que ceux-là ne sont pas capables de le faire? Ils ont déjà fait ça. Je pense. Voilà. Bon, vous n'étiez pas ici quand on a fait ce débat-là. Vous n'étiez pas ici. Voilà. Il y a un certain monsieur Achille, voilà. Il a publié quelque chose sur ça, voilà. Où, quand l'armée béninoise se dirige vers un niveau donné, voilà, pour aller attaquer les terroristes, il y a déjà des gens, voilà, qui préviennent les terroristes que... Ishola. Oui. Attends, j'ai expliqué. Faut pas te fatiguer, j'ai expliqué. La semaine passée, j'ai fait le live là-dessus. Yul, comment tu vas? Tu vas bien? Le dernier live sur le Bénin, Monsieur Bernard dont il parle là, j'ai fait écouter son audio, sa vidéo, où il dit que ceux qui sont détenteurs maintenant du pack là, African quoi là, ils ont fait don de voitures à l'armée béninoise. Et quand ils ont fait le don, quand les Béninois, tu comprends ça même, on appelait les Béninois pour dire les terroristes étaient quelque part. Quand ils partaient, quand ils arrivaient, ils voyaient que les terroristes n'étaient plus là. Ils voyaient que les terroristes n'étaient plus là, ils avaient quitté le coin. Donc c'est comme ça, il y a un de leurs supérieurs là-bas militaires qui a dit que, quand ils viennent, quand on les appelle là, au lieu de partir à l'ouest, on leur dit que les terroristes sont au sud, eux ils sont au sens contraire, ils attrapent les terroristes. Donc ça commence à attraper les terroristes, mais à un moment, ça commençait à changer. Quand on les appelait, on leur disait qu'il y avait les terroristes, c'était des guet-apens, on les tuait. On leur disait, mais il n'y avait pas de terroristes. C'est ça. Donc les chefs ont encore changé de stratégie. Tania, faut dire pardon, les terreaux, pardon. Voilà. Et ils allaient garer. Ils ont changé de stratégie. Quand on les appelait, attends, ils garaient 500 mètres ou 1 kilomètre, ils regardaient, ils voyaient que les terreaux les attendaient. Donc là, ils disent que c'est depuis 2019, dans le parc là, c'est depuis le temps de Boni Yahi, que les terreaux, les militaires et les gens du parc, parce que les gens qui ont le parc là, ils interdisent même les militaires et certains gardes forestiers de rentrer dans certaines zones là-bas. Oui, c'est fort, hein. Ils savent que les terreaux sont là-bas. Donc c'est comme cela que ça a cuit entre eux ces temps-ci là. Voilà. Mais comment les terreaux ont su que dans le camp qu'ils ont attaqué là, il y avait des armes. Là, la question. D'où le gars a dit, Bernard a dit que le FA avait raison. Le FA dit qu'il y a une trahison depuis le haut, en haut. Et quand le ministre le porte-parole du gouvernement est sorti, il a dit qu'il y a les traites. Donc les Béninois même savent qu'entre eux, il y a les traites. C'est dans ça on est là. Oui, exactement. Voilà, c'est un peu ça. Il n'y a pas de traite. Le seul traite, c'est Talon et c'est Bande qui est Macron. C'est tout. Vous aimez trop les calculs. C'est eux ils savent qui finance. Ils savent d'où. C'est que les Africains sont dans le petit carmètre là. Il faut pas accuser les petits personnes là. Oui, dans le parc là. Voilà. Le général Tiani avait parlé du parc. Il avait dit mais qu'il y a piste dans le parc. Ils ont dit. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Il y a piste là-bas. Les frères là a fait sortir le papo.
Bien sûr. Oui, on a même fait un live, il n'a pas longtemps. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez. Arrêtez de dire qu'il y a des traites. Il n'y a pas de traite. Le seul trait qui est connu, c'est talon et ses bandes. On a vu sur la carte la piste. On a vu ça sur la carte. Il faut trafic des animaux. Voilà, une piste. Il faut trafic de tout là-bas. Voilà. Et les avions qui atterrissaient là. Il y a un capitaine qui est sorti dénoncer à la télé, ils l'ont chassé, non? Ils l'ont radié. Oui. Oh, et ils ont fait même un constat où les avions venaient, voilà, de l'Occident, de la direction de l'Occident pour atterrir sur ces pistes-là. Demande à Dan ici, France 24, qui a parlé de vous 2 jours là. Demande à Dan. C'est air cocaïne, maman Tania. C'est air cocaïne comme il y a plus Marie là. C'est Bénin. Demain, c'est live sur le Togo. Pardonnez les Togolais, ne vais pas faire sauter mon live en coin. Ils sont là. Oh. Demande à Dani qui a parlé du Bénin ces temps-ci, les terreaux, qui a fait commission au Bénin pour les terreaux, commission des terreaux au Bénin. Ces temps-ci, France 24, demande, il va te répondre. Le terreau franco-algérien. C'est un grand terreau franco-algérien. On va laisser les nouveaux arrivants. Voilà. Seigneur. Jean-Paul est là. On va écouter Guigui, mon grand frère qui était là, qui est tombé. Et puis on va écouter Afrique et on va écouter Jean-Paul. Parce que Jean-Paul, je suis sûr qu'il est venu à cause de disparition des avions de Bachar. Bachar Assad là. Guigui, on t'écoute. Tania, j'étais là avant Guigui. Hein? Vas-y, il faut parler. Benito, c'est comment le laissez parler. Guigui, tu me permets de parler? Vas-y frère, il faut parler. Ok, d'accord. Merci beaucoup Guigui. Salut Tania, salut Almeida, Dani, salut Afrique, salut tous ceux qui sont sur le panel. Et je salue aussi tous ceux qui sont en bas. Et donc, suite à ces 2 événements, c'est lui, d'Emmanuel Macron, qui accueille un ancien chef terreau. Parce que je vous précise, hein, je vu que vous tous vous dites que c'est un terreau. En fait, ce n'est pas un terreau, c'est un chef terreau. C'est un fondateur du groupe terreau. Parce qu'il avait créé un groupe terreau, j'ai oublié le nom, mais le groupe est affilié. C'est un PDG de HTS. Ben voilà, donc le groupe est affilié à Al-Qaïda. Donc il faut vraiment préciser que c'est un chef terreau. Et il a commis beaucoup d'attentats et il est actuellement poursuivi, en tout cas il y a des mandats d'arrêt contre lui de la CPI et il y a aussi des sanctions que l'ONU a fait contre lui. Donc c'est trop bizarre que malgré tout cela, il vient quand même aux Champs-Élysées, bien accueilli par le pays des droits de l'homme, par le pays de la démocratie. Alors que nous savons tous qu'il n'y a personne qui déteste la démocratie comme un terreau. Il était même à la Tour Eiffel, hein, faut ajouter. Donc voilà quoi, un terreau est venu faire sa pique-nique quoi, son tourisme. Un terreau est devenu un touriste en fait aux Champs-Élysées. Donc c'est ce qu'on pourra dire. Et le deuxième événement de un grand Ibrahim Traoré, son excellence héros panafricaniste, souverainiste, bien accueilli, bien escorté, comme un roi, et voilà, qui est parti en Russie. Bon, moi, dans tout ça, ce que je tiens est une leçon qui est liée vraiment à une longue réflexion que j'ai faite. Et donc là, je vais vous exposer ce que j'ai pensé pour voir ce que vous en pensez. Parce que moi, derrière tout ça, il est né en moi une peur. J'ai peur, en fait. J'ai l'impression que un événement pire que l'événement de Tinzaouaten est en train de se préparer. Et l'escorte que Vlado a fait pour Ibrahim Traoré, je crois que les Burkinabés et tous les Haïtiens, tous les Africains, d'ailleurs tous ceux qui se sont mobilisés pour soutenir Ibrahim Traoré à travers le monde le 30 avril, doivent prendre ça comme une leçon. Nous devons comprendre que nous devons vraiment augmenter de vigilance et être capables de tout pour protéger la vie de nos héros. Car en réalité, le problème est plus sérieux que ça. Partant de la Syrie, aujourd'hui, un chef terreau renverse Bachar al-Assad. Le chef terreau prend la tête de la Syrie et bizarrement, le chef terreau est l'ami de Emmanuel Macron. Nous savons tous que si aujourd'hui ce chef terreau, malgré toutes les VIOL des droits internationaux qu'il a fait, est devenu ami à Emmanuel Macron, cela implique que pour qu'il soit là où il est, il a été aidé soit par la métropole et d'autres amis, c'est-à-dire les Occidentaux. Ça, c'est le premier point à retenir. De l'autre côté, nous savons qu'il y a une Algérie qui est à côté
du Mali, dont une de ces parties est dans le Sahel, qui aussi abrite des chefs terreau, comme ces chefs terreau que la métropole avait accueillis, qui vivent en paix chez elle et qui continuent de faire des exactions dans ces pays voisins, et plus précisément au Mali et dans les autres pays du Sahel. Ça, c'est l'Algérie, c'est le deuxième point. Le troisième point, nous avons encore une Côte d'Ivoire dont la métropole a imposé son chef d'État aux Ivoiriens. Et nous savons aussi que cette Côte d'Ivoire travaille en faveur, bon, pas le peuple, bien sûr, le gouvernement, en faveur des terreaux. Au point où un jour Ibrahim Traoré a expliqué que s'ils poursuivent les terreaux, il y a juste une partie où il y a une eau, les terreaux traversent et ils rentrent en Côte d'Ivoire et ils peuvent les apercevoir là-bas en train de faire leur thé. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Et l'autre point, nous avons un Bénin qui aujourd'hui signe un veut soi-disant négocier avec les terreaux. Et nous savons que Tiani nous avait expliqué que le Bénin est devenu un abri aussi, une base arrière où quelque part où on forme, finance, accompagne et même recrute des terreaux où des mercenaires étrangers viennent, parce qu'ils ont une piste d'atterrissage d'avion, viennent atterrir pour former ces terreaux. Donc nous avons le Bénin aussi qui est devenu une source des terreaux. Maintenant encore partons en Libye. Nous savons que quand la Libye a été détruite, la Libye a été partagée en deux. Donc nous savons aujourd'hui que la Libye Tripoli aussi appartient aux terreaux. Quels terreaux? Les terreaux que la métropole et ses amis avaient aidé à faire tomber Kadhafi. Et donc, nous avons aussi la Libye qui est un carrefour des terreaux. Donc, en somme, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous donne la Syrie, la Côte d'Ivoire, une partie de la Libye Tripoli, le Bénin, l'Algérie et même la Mauritanie qui sont devenus des gîtes des terreaux. En somme, en conclusion, lorsqu'on approfondit ces réflexions, on aura l'impression que si la métropole est en train de manquer de respect aux droits internationaux, c'est que la métropole, peut-être avec ses autres amis, est en train de se préparer à faire une attaque contre nous, qui peut ressembler à l'attaque de Tinzaouaten. Et peut-être ce que Ibrahim Traoré avait appelé la guerre de 4e génération ou la guerre de haute intensité est en train de se préparer. Et donc, ce que j'aimerais dire à tous ceux qui soutiennent ces mouvements, c'est vraiment de savoir que notre ennemi ne dort pas. Il faut que vous sachiez que l'avenir des Européens dépend du Sahel. Il n'y a aucun doute sur ça. En faisant mes recherches, j'étais tombé sur un projet qu'ils appelaient le projet des Sahélistan. Le Sahélistan, genre, ils veulent transformer le Sahel comme ce que les États-Unis avaient fait de l'Afghanistan. Et ce projet de Sahélistan avait été fait depuis l'an 2001, si je n'ai pas oublié. Et dans ce projet, ils avaient déjà prévu l'écrasement de Kadhafi. Et dans ces mêmes projets, ils avaient planifié comment ils vont faire pour s'aimer une vie kafkaïenne, un chaos dans le Sahel. Depuis vers les années 2001, si je n'ai pas oublié. Aujourd'hui, ils ont fait tomber Kadhafi et ils se sont pullulés dans le Sahel. Et heureusement, nous avons eu la chance, nous avons ces 3 chefs d'État qui sont venus. Encore pire, quand je suis venu et que je lisais ces projets de Sahélistan, je suis tombé sur un projet qui était créé avant les indépendances de l'Algérie, qui s'appelait le projet OCRS. Et ce projet concerne certains articles de l'accord d'Évian. L'accord d'Évian est un accord qui avait été signé, excusez-moi, je vais citer tout de suite. Cet accord d'Évian est un accord qui avait été signé comme les 11 accords coloniaux que tous les pays africains avaient signé avec la France pour avoir leur soi-disant indépendance. C'était un accord que l'Algérie aussi avait signé. C'était les 11 accords coloniaux en fait de l'Algérie. Et dans cet accord, on parlait que l'Algérie laisse à la métropole d'exploiter les richesses du Sahara. Et ce projet OCRS aussi, dont Oufet Boigny aussi avait parlé, parlait aussi du fait qu'on laisse les richesses du Sahara à la métropole. Genre, c'est comme si la métropole est un patrimoine du Sahara et non des Sahéliens. Et donc, je chute en disant, chers Africains, le combat reste beaucoup. Il faudra vraiment
que nous restons concentrés et vraiment sachez que peut-être les combats les plus durs seront dans l'avenir. Merci beaucoup. Je chute un Tania, je finis. Et vous voyez, et quand Ibrahim Traoré est venu ici, la manière dont il a été accueilli, vraiment, ça donne à couler même les larmes. Franchement, on n'a jamais eu de président africain qui a été accueilli de cette manière-là, ici, au fait. Et ce qu'il est venu négocier, au fait, ce qui est marrant dedans, c'est que, genre, malgré tout ce que les autres pays font, malgré le fait qu'ils sont encore aveugles, genre, lui, il se dit que bon, c'est ses frères. Genre, il négocie même des accords qui puissent les arranger en quelque sorte. Écoutez les accords qu'il a négociés. Il dit que lui, il veut que les choses, là, comment on dit, qu'il ait, si possible, un central nucléaire au Burkina, ou soit des sociétés russes et électriques russes installées, privées même possible, et dans le Burkina, qui pourra alimenter toute la sous-région. D'ailleurs, déjà ça là, c'est un grand avantage. C'est les avantages, voilà, qui pourront profiter non seulement au Bénin, mais à la Côte d'Ivoire, même si possible, du fait qu'on a des délestages chaque fois. Genre, ça pourra résoudre tout ce problème-là, puisque on est bien au courant, on n'est pas sans savoir du nombre de kilowattheures que peut produire un central nucléaire si c'est bien alimenté, si c'est bien géré, du fait que ces trois pays-là sont ensemble, le Mali et je pense bien le Niger avec le Burkina. Donc, l'autre pourra fournir l'uranium à l'autre pour avoir en échange de l'électricité. C'est des trucs, voilà. Non, et monsieur le jeune de Baga, c'est des informations. Si vous voulez, je peux vous jouer les vidéos de ça. Je joue tout à l'heure des vidéos, j'arrive. Non, faut pas te fatiguer. C'est des gens... C'est un clé B, tu ne le connais pas. C'est le clé B de ta Je ne sais pas si tu es nouveau ici, hein. Bon. Faut t'exprimer. Donc, c'est des... Et de plus, il dit que lui veut que les échanges commerciaux entre le Burkina, voilà, et la Russie s'amplifient. En plus, il veut que ça s'amplifie. Donc, à qui ces échanges-là vont profiter? C'est que désormais, on est sûr que si on veut même des armes, on peut trouver ces armes-là. Au Burkina, c'est possible. Donc, le Burkina, en quelque sorte, est en train de devenir indirectement une puissance là. Et d'ici 10 ans, puisque les Russes, franchement, quand vous voyez la manière dont ils font leurs échanges, c'est de manière équitable. Genre, c'est gagnant égal pour chaque côté. Donc, si on suppose que les échanges vont continuer comme ça, c'est que tout ce qu'on veut, au lieu d'aller en France, au lieu d'aller demander aux États-Unis, on peut les avoir au Burkina désormais. Et c'est une grande possibilité de business pour le Burkina. Et c'est pourquoi le Burkina risque d'être la prochaine puissance, si possible, de l'Afrique, de toute l'Afrique. De toute l'Afrique, si possible. Donc, vraiment, Ibrahim Traoré, il est connu de partout, hein. Je vous jure, il est connu de partout. Même les Chinois, les Indiens ici le connaissent. C'est bizarre. Il est connu de partout. Tout le monde le connaît, au fait. Il est vraiment universel. Moi, je sais... Hein? Tu sais ce que je voulais t'ajouter? C'est qu'en fait, oui, c'est le Burkina, mais il ne faut pas oublier que dorénavant, le Burkina est dans une, on va dire, fédération, quoi, dans l'AES, tu vois, non? Donc, oui. il y a beaucoup de projets tels que les projets énergétiques, que, en fait, c'est comme si c'est un projet pour l'AES. Voilà. Oui. Non, je sais pas si tu te souviens. Pour appuyer ce que l'Afrique dit, avant-hier, ça a été déclaré par le Premier ministre Abdoulaye Maïga. Donc, c'est ce projet qu'il en parle là, un projet nucléaire pour les 3 pays de l'AES. Voilà, parce que l'uranium même, c'est pour le Niger. Ça a été déclaré. Ouais, c'est pourquoi elle dit. Parce que si tu te souviens, au début, le Mali aussi, on disait qu'il va avoir une centrale nucléaire au Mali, tu vois, non? Mais c'est après que on parle que du centrale nucléaire du Burkina Faso. Donc vraiment, en fait, l'AES est en train de s'organiser pour tout faire, en fait, ensemble, d'accord? Donc, ils vont faire ces centrales nucléaires pour alimenter non seulement les pays de l'AES,
Parce que le Burkina, le Mali, le Niger, tous achètent de l'électricité soit au Nigeria, soit au Ghana, soit à la Côte d'Ivoire. Donc, ils veulent avoir une indépendance énergétique en tout premier lieu. Ça, c'est très important. Après, ils veulent aussi atteindre l'autosuffisance alimentaire et en même temps, ça, c'est pour ça qu'ils sont en train de se battre aujourd'hui, atteindre vraiment une sécurité militaire maximum, tu vois, non? Et tout ça, c'est ensemble, en fait. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils ont créé cette armée spéciale de l'AES, tu vois, non, qui contient les soldats de chaque pays. Et dorénavant, vraiment, tout ce qui se passera de l'AES sera vraiment en coalition des 3 pays ensemble. Voilà ce que je voulais t'ajouter, en fait. Oui, oui, c'est pourquoi il a dit dans dans une partie de ce que je disais, voilà, dans un passage que voilà, que l'un pourra fournir de l'uranium à l'autre, voilà, pour le développement du central nucléaire en quelque sorte. Donc, c'est un truc que moi je reconnais que ce serait vraiment propre. C'est pas à l'autre qu'il va fournir l'uranium en fait. Genre, il va fournir l'uranium pour eux tous. C'est ça que moi je voulais aussi t'expliquer. Genre, si le central est créé, le Niger ne va pas fournir de l'uranium au Burkina, non. Genre, le Niger va fournir l'uranium en fait à eux tous. T'as compris? Voilà. Et c'est pourquoi d'ailleurs le Burkina est trop attaqué. Parce qu'en réalité, le Burkina, c'est le cœur de l'AES, tu vois. Si on fait tomber le Burkina, on peut faire tomber le Mali et le Niger, en fait. Oui, politiquement, c'est le Burkina qui tient la tête dans l'AES. Puisque la politique du Burkina va vraiment profiter, voilà, pour mieux répartir les ressources de tout l'AES, en quelque sorte, pour mieux gérer, voilà, même militairement. Et il y a quelque chose qu'on se dit au Bénin là, qu'on ne va pas gaspiller tous nos ressources. C'est au Béninois je parle, qu'on ne va pas gaspiller tous nos ressources, voilà, pour faire la guerre, voilà. On va essayer de calmer les choses pour négocier tout ça là. Mais j'aimerais rappeler que qui veut la paix prépare la guerre. C'est d'abord la guerre. Même il n'a pas ce pays là au monde qui n'a pas fait la guerre avant d'être totalement libre. Donc les Béninois n'ont pas savoir que soit ils sont là, ils négocient, et on finit, on arrache tout le Bénin dans la terre pour laquelle nos ancêtres se sont battus, soit on reste là, dans la peur, et dans le calme, on nous arrache tout notre territoire, soit on se bat pour récupérer ça. Puisque tout montre, franchement, tout montre que vraiment il y a une coopération entre le Bénin et ces pays-là. Monsieur Salo, me permet. Tout montre qu'il a une coopération. Puisque même les soldats, est-ce que vous savez que les soldats qui sont même partis se battre là, c'est des jeunes nouvellement formés qui n'ont pas l'expérience de guerre et l'expérience des armes qui les ont données. Surtout ça. Ils n'ont pas l'expérience de guerre. Même ceux qui sont adaptés pour ces genres de combats là, les bérets rouges et autres là, sont restés chez eux. C'est les jeunes qui sont partis sacrifier pour livrer des armes aux terroristes. Tout donne à croire ça, au fait. Mais on se demande, mais le général Tiani a bien raison. Dans ça, il ne peut pas avoir d'entente entre le Niger et le Bénin. C'est impossible qu'il est d'accord. Voilà, et un fait qui vient encore de montrer ça, du fait que le Bénin veut négocier. Merci. Ouais, en tout cas. On va essayer de donner la parole à le grand frère qui a duré, vu que Tania est son appel. Alors, grand frère Kiki, oui. Tu es là? Je suis calé même. Voilà, prends la parole. Dis ça que tu es déjà, voilà, tu connais. Merci l'Afrique. Merci à tous les frères. Je salue d'abord notre frère, notre dévancier, Almeida, Dani. Bonsoir à toi, digne fils d'Afrique. Benito, bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir. Tolérance zéro. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous les frères sur le panel. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent dans les commentaires. Merci pour les tapotages. Merci de soutenir, d'apporter. Merci pour les cadeaux que vous distribuez également. C'est ça le combat. Vous savez, l'Afrique est sur le toit du monde. Quand on disait aux gens hier que les choses ont changé et que l'Afrique va prendre le devant des choses, ils n'avaient pas cru. En fait, quand tu n'as pas vu la chose se réaliser, tu peux ne pas, ça veut dire que tu ne peux pas dire non, ça ne peut pas se réaliser. Parce que si eux qui étaient misérables hier sont passés au devant des choses aujourd'hui, ça veut dire que nous également on peut arriver. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec aujourd'hui l'Afrique, l'AES qui se présente et qui est en train d'apporter petit à petit la liberté et la souveraineté à tous ces pays africains.
Et ça va aboutir, on ira jusqu'au bout. Tous les pays qui sont aujourd'hui à leur tête des vassaux de la France-Afrique seront délivrés parce que ces vassaux seront accompagnés là où il le faut, dans la poubelle de l'histoire. Et c'est ça. Regardez aujourd'hui comment le président Ibé, regardez comment son avion est escorté. C'est magnifique. Mais les moutons là, ils n'ont qu'à nous dire. Quand le type là se déplace là, qui accompagne l'avion? Si ce n'est pas les oiseaux migrateurs là. Guigui, moi j'ai une question pour vous. Il faut même dire, quand Macky Sall était venu commander du pain en Russie. Oui, tolérance, vas-y. Ma question est que j'ai remarqué chose dans la visite de son excellence M. Capitaine Ibrahim Traoré. Il y a un individu qui veut, dans chaque photo de M. Capitaine Ibrahim Traoré, il veut apparaître dans ses photos. Je ne comprends pas pourquoi. il a un déficit de popularité, donc il veut qu'on le voie également. C'est malheureux, mais quand vous regardez aujourd'hui cet avion se déplacer, regarde son escorte. Ça montre combien de fois le monsieur, il est important. Il est important aux yeux du monde entier. Il est important aux yeux de la Russie.